Bon, alors tu veux que je te raconte un peu les histoires alors. Commençons par le début de l'histoire. Début d'histoire. Le jeune clarinettiste. Le jeune clarinettiste, je sais pas ce que je voulais faire au départ, moi. Je suis un peu arrivé là par hasard. C'est-à-dire que je viens pas du tout d'un milieu où on écoutait de la musique classique, un milieu assez modeste, où on écoutait plutôt de la musique populaire. On écoutait Edith Piaf, on écoutait de l'accordéon, on écoutait des trucs Pas un héritier, populaires. quoi. Alors j'ai peut-être eu des ancêtres, mais alors lointains, je sais pas. Mon grand-père avait, paraît-il, un violon, c'est de la part de la cuisine. Et puis un jour, on n'a plus vu le violon. Alors, et puis mes grands-parents sont plus là aujourd'hui, donc je pourrais pas leur demander. Mais enfin non, mon père était marin, donc puis ma mère a travaillé. Puis après, quand on a eu ses 4 enfants, on était plutôt dans le sport, moi, dans ma famille. C'était plutôt course à pied, football. Moi, j'ai fait du foot longtemps. Je rêvais de ça, d'ailleurs. Ma chambre elle était tapissée de l'équipe de foot du championnat de France. Je baignais plutôt là-dedans, moi, dans un quartier populaire à côté de Lille. Mais c'était une banlieue où il y avait des gens de toutes origines géographiques. Mon grand-père est venu comme mineur. Et puis, une école de musique s'est ouverte dans ma ville, une petite ville à côté de Lille, Marc-en-Barœul. Tout ça, c'est suite au plan mis en place par Marcel Landowski, tous les conservatoires qui se sont installés dans les municipalités et qui étaient gratuits pour les citadins comme moi, quoi. Et donc, une école de musique qui s'est ouverte. Et alors, pas n'importe laquelle, parce que je pense que c'est ça qui a fait que je fais ce métier aujourd'hui. Il y avait un orchestre de radio symphonique à Lille qui m'a formé un peu quelque part dans le sens où j'allais écouter les concerts quand j'ai commencé la musique après. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que les professeurs du conservatoire de Marc-en-Barœul qui venaient d'arriver dans cette nouvelle école étaient solistes à l'orchestre de Lille qui était à 3 km, qu'ils ne pouvaient pas enseigner au conservatoire de Lille. C'est une chance parce qu'on a eu des gens de très haut niveau qui sont venus dans cette petite école enseigner la musique à des débutants comme moi, quoi. Et puis un jour, en allant chercher un pote qui était au solfège avec moi, il était au cours de clarinette, alors je le cherchais parce qu'on voulu faire un match de foot après, comme ça. Et puis là, je reste scotché au cours de clarinette devant le prof. J'étais pétrifié, quoi. Le prof, il m'a envoûté comme un magicien. Je suis sorti du cours et je me suis dit, mais ton prof, il est super. Je disais aux copains, là, moi, je veux faire de la musique avec ce gars-là, vraiment. C'était pas la clarinette, hein, c'était la personnalité du gars qui s'appelait Gilbert Voisin, c'est mon père en musique, hein. Et puis lui, ben, il a bien senti que ça accrochait avec moi, quoi. Que c'était vraiment, que c'était une joie, un plaisir, un truc, vraiment une découverte. C'était un autre monde que je découvrais, moi. Et puis c'est parti. Voilà. J'écoutais de la musique pendant des heures. Alors j'avais pas beaucoup d'argent, alors j'avais rencontré un vendeur de disques à Lille qui était marocain et qui faisait les puces ici à Paris. Il arrivait à Lille et il vendait des disques, mais pas cher, tu vois. Alors tu trouvais l'intégrale des symphonie de Mozart, Schumann, Beethoven, Brahms. Moi je connaissais pas du tout, je découvrais. Mais je m'achetais ça pour une bouchée de pain. On avait un tourne-disque à la maison, puis je me passais ça en boucle, tu vois. Et je découvrais une autre planète. Mon père écoutait l'accordéon, il adorait. Moi j'avais horreur de ça avec mon frère. On se moquait de lui. Et puis aujourd'hui, ben, quand j'entends l'accordéon, il y a une nostalgie, et j'adore l'accordéon. Ben, monsieur Voisin, Gilbert de son prénom, il m'a dit, bah écoute, t'as envie de continuer, bah on va aller plus loin. Et puis il m'a dit, il faut que tu montes à Paris. Puis aller prendre des cours avec le professeur du conservatoire de l'époque. Et puis je suis passé par le conservatoire de Lille parce qu'on m'a dit, ton prix à l'école municipale de musique, il vaut pas un clou. Donc il faudrait que tu ailles à Lille. Alors je suis allé en classe de solfège, parce que j'avais le même prof de solfège à Marc-en-Barœul qui enseignait aussi au conservatoire de Lille, parce que lui il n'était pas à l'orchestre. Il était chef au théâtre. Et donc ce professeur qui était redoutable, bah écoute, il a dû sentir que ça me plaisait et que je mordais à l'hameçon. Et je passais mon prix de solfège spécialisé à Lille dans sa classe. Mais c'est un des diplômes dont je suis le plus fier. Parce que vraiment j'en ai bavé. J'avais 9 heures de solfège par semaine. Quand je dis ça à mes élèves, ils ne veulent pas le croire. Plus le lycée, plus les cours de clarinette, plus les copains, j'arrêtais pas, quoi. Déjà à l'époque, t'arrêtais pas. Si, j'ai eu un professeur de musique de chambre aussi à Lille, qui était Monsieur Connor, qui avait été corps solo dans le temps à l'orchestre de Lille, qui était un personnage charismatique, vraiment, qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a bien aidé moralement quand je traversais une petite passe difficile quand j'avais 17-18 ans. Il a été un grand professeur, il a formé 35 premiers prix du Conservatoire de Paris. Et puis il était professeur de musique de chambre. Et moi, avec lui, ça a super accroché. Et il a toujours cru en moi. Il avait été membre du tout premier quintet avant de Paris. Ça a duré une année ou deux, en 45, je pense, ou 44. Ils étaient au Conservatoire, tous ces jeunes, et ils avaient formé l'ensemble instrumental avant de Paris, qui est devenu après le quintet avant de Paris, avec notamment André Boutard à la clarinette. Donc j'ai été entouré de gens comme ça. J'avais le flûtiste solo aussi comme prof de solfège, Francis Loriot, qui était compositeur. Avec le recul, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance et j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ce métier. C'est pas forcément le cas de beaucoup de gens de pouvoir réaliser ses rêves, quoi. Donc je te disais, oui, tout à l'heure, je suis monté à Paris sur les conseils de mon professeur. Il m'a dit, bah, ouais, il faut que tu ailles prendre des cours
C'est la tradition avec le professeur du Conservatoire de Paris, de l'Écluse. Et puis, bon, ça s'est relativement passé, quoi. Plus ou moins bien. Ça s'est mal terminé. Je ne suis pas rentré au conservatoire dans sa classe, parce qu'il y a eu un clash. Ça a bien débuté, d'ailleurs j'ai toujours une partition qu'il m'avait donnée, c'est la partition du concerto de Tomasi, la partition de clarinette. C'est une période où j'ai voulu arrêter la musique, là. Vraiment, ça m'a un peu... Oui, j'ai eu un petit passage à vide. Et puis, tiens, je vais faire instituteur. Alors, j'ai passé mon bac en 75 et on pouvait encore être instituteur avec le baccalauréat. Puis j'ai pas eu mon bac en 75 parce que je faisais tellement de musique que les cours du lycée, j'étais tellement vexé de pas l'avoir eu. Je me dis non, c'est pas possible d'avoir passé 7 ans dans un lycée. Faut au moins que je passe mon bac. Alors et ça a été très bien avec le centre de téléenseignement là. Et puis j'ai eu mon bac, c'était assez facile finalement de cette manière. Puis j'ai continué, je me suis inscrit en fac musicologie à la Sorbonne. Donc, comme ça avait clashé un peu avec Ulysse, mon professeur m'a dit écoute, va voir Guy Danguin, qui avait une excellente réputation de professeur, et un professeur qui m'a apporté beaucoup et qui m'a fait travailler d'une autre manière que ce que j'avais appris auparavant, qui m'a présenté au Conservatoire de Paris, où je suis rentré. Je voulais plus me présenter. Et il m'a dit si, tu vas continuer de te présenter. Et puis alors, avant ça, il y a eu un concours à la musique de l'air. Et alors à l'époque, on faisait des exercices militaires, évidemment. Moi j'étais sur citerre, j'avais pas trop envie d'aller à l'armée, comme beaucoup de gens de cette génération. Hein, là, après 68, j'étais plutôt un peu antimilitariste. J'avais les cheveux un peu longs. Et puis Guy Danguin me dit tu vas te présenter à la musique de l'air, tiens. Je dis la musique de quoi? Musique de l'air, je sais même pas ce que c'était que ce truc. Oui, l'armée de l'air a une musique qu'on appelle la musique de l'air qui est très bon niveau. Il dit bah écoute, on va préparer le concours, tu verras bien. Puis je fais le concours, on va réfléchir et ils me prennent. Et puis Jacques de Vogel, qui était chef de musique à l'époque, m'a dit bah écoutez, je vous veux dans 15 jours. Il me dit alors je me suis retrouvé moi à Babacool avec les cheveux longs, au Bourget, et avec la boule à zéro. Et puis je suis rentré dans un autre monde là. Vraiment, je suis arrivé à la musique de l'air. Voilà. Et là j'étais avec des professionnels parce qu'il y avait. Tiens, on parlait de René Barras tout à l'heure, qui était clarinette solo au concert d'amoureux et qui était à la musique de l'air aussi, qui était un des solistes de musique de l'air. Il y a beaucoup de prix du CNSM de Paris qui étaient à la musique de l'air. Il y avait un très bon pupitre de clarinette. Puis il se trouve que l'un des collègues, Pierre-François, était rentré à la musique de la Garde et il était clarinette solo et la place s'est libérée. Et puis Guy Danguin m'a dit fais le concours. Bon, et puis moi je fais le concours, ils m'ont pris clarinette solo, donc j'étais le Benjamin de l'orchestre. Et puis j'avais pas de galon, rien du tout. Et puis j'avais des adjudants-chefs à côté de moi qui disaient ce que je devais faire. Et c'était du bon temps. Sur le moment, on allait faire des prises d'armes en plein hiver. On était allé au Sénégal, je me souviens. On a fait des beaux voyages avec la musique de l'air. C'était sympa. Et puis le Conservatoire de Paris, le professeur a changé. Guy Deplue est arrivé, que je ne connaissais que de réputation. Puis Guy Danguin me dit tu vas te présenter. Tu peux encore te présenter. La limite, c'était 21 ans. Et c'était une formalité, quoi, enfin, quelque part, parce que c'est vrai que j'étais dans le bain déjà. Ah non, puis j'étais entré au concert L'Amoureux aussi. Où là, j'ai vraiment appris mon métier. Vraiment, l'orchestre symphonique, là, je suis resté presque 10 ans et j'avais jamais joué dans un orchestre symphonique, moi. Je venais de l'harmonie municipale de Marc en Barœul, moi, attention. Hein. Mais le monde symphonique, je connaissais pas. Hormis les symphonies que j'écoutais dans ma cuisine, chez moi, dans le Nord. Je me suis retrouvé avec 3 papis dans le pupitre, c'était super. Il y avait Marcel Nollet, la petite clarinette. Il y avait Robert Trouillard à la clarinette basse, et qui était à la Garde républicaine, et René Barras, qui est resté quelques temps, puis après qui a pris sa retraite. Puis après, il y a Philippe-Olivier Deveau, qui est rentré, qui a remplacé Robert Trouillard à la clarinette basse. On faisait des concerts à Salle Pleyel, 2 fois par mois, une belle saison. Mais c'était L'Amoureux, c'était un très grand orchestre avec la Société des concerts du Conservatoire. C'était les grandes formations symphoniques de Paris, quoi. Enfin, moi, je suis rentré juste après cette période-là. Hein. Je n'ai pas connu la période Markevitch et tout ça. Mais c'était formateur, voilà, pour moi. Donc, je suis rentré au CNSM, puis j'ai rencontré Guy Deplue, avec qui ça s'est excellemment bien passé. Un homme intelligent, calme, posé, et qui avait encore une autre expérience. C'était un complément, j'ai appris autre chose encore. J'ai eu des professeurs, pas en même temps, mais successivement, et qui m'ont apporté chacun leur expérience, leur passé. Et puis j'ai pris tout ça comme une éponge, j'ai bien absorbé ça, parce que j'étais à l'écoute, j'avais envie d'apprendre, et donc j'ai bien reçu les messages qu'ils ont pu m'envoyer, quoi, et tout l'enseignement qu'ils m'ont transmis, donc ça s'est très bien passé. Tu es resté combien de temps au conservatoire à Paris? À l'époque, c'était 2 ans minimum, que je trouvais un peu court, mais bon, c'est comme ça, j'ai passé mon prix au bout de 2 ans, j'ai eu mon prix. Et alors, entre-temps, quand j'ai eu mon prix au conservatoire, je suis rentré à la Garde. Je fais des concours, oui, comme
tout le monde, hein, un peu partout. Je suis rentré avec Philippe Olivier le même jour, au même concours. On est rentré bras dessus, bras dessous d'ailleurs, à l'annonce des résultats, je me souviens. Ah oui, si, j'étais toujours en musique de chambre, j'avais arrêté l'université, puis je m'étais marié entre-temps, puis j'étais père de famille. J'avais 23 ans. Très heureux d'avoir une fille à 23 ans. Il y avait des concours internationaux qui se présentaient, et puis il y avait des prix assez alléchants. Hein. Et on passait le concours de Munich, par exemple, on touchait une belle somme d'argent. Hein. Tu pouvais t'acheter un jeu ou 2 jeux de clarinette, hein. C'était quand même... Je suis sorti du conservatoire. Et puis, étant rentré à la garde, j'ai sympathisé avec des collègues, notamment Philippe Monturi. Et Philippe me dit, pourquoi tu ne vas pas travailler avec Henri de Ruard. Et alors Henri de Ruard, moi évidemment, je connaissais de réputation, je l'avais entendu souvent dans les concerts de l'Orchestre de Paris. Et puis, c'était un ami de Gilbert Voisin. Et puis, je suis allé chez Henri de Ruard, je lui ai demandé s'il voulait me faire travailler. Alors évidemment chez lui, hein, pas au conservatoire de Rueil où il avait été directeur et après professeur. Et puis j'ai rencontré un homme avec qui je sentais des affinités. Formidable, parce que Henri de Ruard, je dis toujours Monsieur de Ruard. Il m'a demandé de l'appeler Henri. J'ai jamais pu, pour moi, c'est une forme de respect. Et Henri de Ruard, ça a été le 4e professeur que j'ai eu. C'était encore une ouverture vers un autre monde, vers une autre manière de voir la musique, et qui était aussi un complément indispensable dans ma formation. Et Henri de Ruard, il m'a préparé au concours de Munich. Et il avait une expérience des concours internationaux, puisque lui-même avait remporté le premier prix du concours de Genève en 1947. Et puis il avait un aura, une expérience, il avait été dans plein d'orchestres, enfin il avait été à la Musique de l'Air, à la Garde, au Concert Lamoureux, à la Société des concerts du Conservatoire, à l'Opéra Comique, à l'Orchestre de Paris, puis c'était un des grands professeurs de l'époque. Donc il m'a appris énormément sur la manière de travailler. Il avait eu des grands professeurs de son côté, comme M. Capel. Il avait travaillé avec M. Vernet, qui était à la Garde républicaine aussi, qui était un grand soliste. On a oublié un peu ces gens-là aujourd'hui, mais M. Vernet, on peut encore écouter des disques avec lui, on se rend compte du potentiel qu'il avait, et M. Capel... Quand après on y regarde de plus près, on voit qu'il a terminé en quelque sorte au Conservatoire de Lille, mais avant ça, il avait été soliste à l'Opéra de Genève et professeur au Conservatoire de Genève au début du XXe siècle. Il avait formé des gens comme M. Bonade, qui est parti après aux États-Unis et qui est devenu le plus grand professeur aux États-Unis. J'ai bénéficié de cette expérience-là, quoi. On m'a passé le témoin, comme à d'autres, hein, d'une certaine tradition, une certaine manière de voir la musique. Henri de Ruard, il avait un charisme tout à fait naturel. C'était un personnage passionné, tu le connais puisque tu l'as interviewé d'ailleurs, magnifique interview. C'était un personnage entier et très attachant, on pouvait que tomber sous le charme de cet homme-là. Ça a été je ne veux pas dire le dernier professeur aussi, parce qu'après... des chefs d'orchestre nous apprennent aussi, ils sont en quelque sorte des professeurs, ou des grands chanteurs aussi sont des professeurs quelque part. Mais Henri de Ruard, on est toujours resté très proches jusqu'à la fin de sa vie. Il me parlait de la vie, il m'apprenait beaucoup. C'était un magicien aussi. Et quelque part, un pédagogue, au vrai sens du terme, c'est un magicien. Son envoûtement auprès des élèves, il y a quelque chose de magique dans la transmission. Ça marche pas avec tout le monde, hein. Nous-mêmes, on a parfois des courants qui passent avec certaines personnes et moins avec d'autres, mais ça c'est simplement humain, hein. Dans la transmission, c'est vrai que c'est important de se sentir en confiance, d'être à l'écoute, c'est-à-dire d'avoir les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir accumuler ses connaissances et ce savoir, et puis mettre ça à notre sauce personnelle, parce que quelque part on n'invente pas grand-chose, on apprend beaucoup des anciens, et aujourd'hui parfois on oublie un peu qu'en nous il y a eu des gens extraordinaires et on a bénéficié de cette transmission de savoir et qu'on a un peu pimenté autrement avec notre expérience. Il y a une chose qui est pas triste, mais qu'on voit parfois à l'entrée de certains cimetières et qui dit, en grosses lettres, « Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes ». C'est pas faux. Quand j'enseigne, j'essaie quand même de parler de cette notion-là aux élèves, parce que certains n'en ont pas toujours conscience. Mais il y a quelque chose qui te caractérise quand même. Au fond, c'est toutes les recherches que tu fais sur les... Alors là, c'est sur les recherche, c'est un grand mot. Hein, sur les gens. Enfin, c'est pas... Tu vas fouiller la vie de Cahuzac et son talent. Il y a quelque chose chez toi qui est de l'ordre de la curiosité. Tu t'intéresses au talent des autres. C'est une belle chose. Mais la raison, au départ, c'est un peu autre. J'en parlais souvent avec ma grand-mère. Quand j'avais 13-14 ans, je lui faisais ce genre d'interview. Je prenais des notes. Pourquoi ? J'en sais rien. Et j'aimais qu'elle me parle de son pays d'origine. Je notais ça, je marquais qui était sur les photos. Tu vois une photo 50 ans après, tu sais pas qui c'est. Ça disparaît, ça meurt. Et j'ai commencé comme ça, un travail un peu entre guillemets, de généalogie sur ma propre famille. J'ai pu noter beaucoup de choses qu'on aurait oublié aujourd'hui. Et ensuite, j'ai rencontré, beaucoup plus tard, j'ai lu des livres d'histoire de la musique. C'est vrai que la musicologie à la Sorbonne, ça m'a ouvert un peu la tête aussi. Donc, le fait d'aller à la Bibliothèque nationale, rechercher tel document sur tel compositeur. Je me dis, mais peut-être après
si on l'applique à la clarinette, je vais peut-être découvrir des choses. Et en effet, j'ai découvert des choses. Puis il y avait une personne en Angleterre qui a fait un travail colossal, que j'ai découvert donc par la suite, qui s'appelait Pamela Weston, qui est venue un jour à Paris, me rencontrer très gentiment, faire des recherches sur les clarinettistes français. Puis elle a écrit des livres qui sont des bibles pour les clarinettistes. Elle a voyagé dans le monde entier, plus c'est des tonnes de documents, c'est un travail colossal. Et moi, quand je trouvais parfois des choses qui étaient un peu inexactes ou que je trouvais de mon côté, je lui envoyais des infos. Pourquoi Louis Cahuzac? Parce que Gilbert Voisin, mon premier professeur, m'en parlait souvent. C'était son professeur de clarinette. Et très tôt, il m'a fait écouter des enregistrements de ce monsieur. Alors j'étais très admiratif. Et puis j'ai commencé à garder, à conserver ce qu'il me transmettait, ce qu'il me donnait, à noter. Et mieux après, ça m'a intéressé d'aller vers d'autres personnalités de la clarinette. Alors, oui, parce que tu as fait presque une généalogie de la clarinette. Parce que non. Tu as de la documentation sur des. Je suis pas le seul. Même du XVIIIe siècle. Oui, non, j'ai commencé à l'opéra, oui, c'est vrai. Parce qu'il y avait un monsieur qui était flûte solo qui s'appelait Jean-Pierre Eustache, qui lui compulsait des archives comme ça à la bibliothèque. Et c'était pas classé sérieux du tout. Il a fait un tableau des flûtistes, des chefs d'orchestre, des violons solo d'orchestre. Puis il m'a dit tu devrais t'y mettre pour la clarinette. Et puis il m'a donné des pistes. Et puis voilà, j'ai commencé sur la clarinette, les clarinettistes à l'opéra, depuis la création de l'orchestre, au concert d'amoureux, à la Société des concerts. Et quand tu dis depuis la création de l'orchestre, c'est quand alors la clarinette. La Révolution Non, l'orchestre d'opéra est apparu, est né en 1669, si mes souvenirs sont bons. L'Académie de musique, donc fondée à l'époque de Louis XIV. Et les clarinettes sont apparues dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Il y a eu Rameau, l'histoire classique, qui les a introduits dans l'orchestre de la Pouplinière. Et puis à l'opéra, c'est apparu vers, je crois, officiellement. Officiellement, il y en a eu avant. Mais officiellement, les noms des clarinettistes qui apparaissent, je crois que c'est 1772, quelque chose comme ça. Donc avant, on avait de temps en temps un clarinettiste ou un oboïste qui faisait un peu de clarinette ou un flûtiste qui s'était mis à la clarinette. C'était en 1772. Alors c'était des noms étrangers, oui, d'origine d'Europe de l'Est. Alors en Bohème, il y avait une tradition. Alors on voit des noms comme Gaspard Proksch, qui était un bohémien, probablement un Mitstamitz, Johann Stamitz, dont on pense d'ailleurs que le concerto pour clarinette en si bémol aurait été composé pour lui. C'est des suppositions, en tout cas ils se connaissaient. Johann Stamitz était venu plusieurs années à Paris, et notamment l'orchestre de la Pouplinière, le riche mécène là, qui avait aidé Rameau à produire ses premiers opéras. Et alors il y a des noms comme Flieger, des noms comme Proksch, parfois des prénoms, parce qu'on ne mettait pas le nom, on mettait que le prénom. Or on peut trouver ces sources, c'est pas si difficile que ça. Donc j'ai commencé comme ça, et puis on me dit pourquoi tu les publies pas. Notamment je me souviens Jean-Marie Paul, suite à un article où j'avais recherché au conservatoire tous les premiers prix du conservatoire, là depuis la création du conservatoire. C'était pas bien compliqué non plus à trouver. En 1795, tu peux trouver toutes les archives. Et il avait publié ça, Jean-Marie, dans son magazine. Et puis après, il m'a dit on devrait écrire un bouquin ensemble. Il m'a dit oui, on verra qu'on sera en retraite. Écrire un bouquin, c'est un travail. Je suis pas un écrivain. Je peux écrire sur des choses qui me passionnent, mais après, écrire un bouquin, c'est quand même plus sérieux, quoi. Il faut pas rigoler là. On parle de l'histoire de la clarinette, de recherche entre guillemets. Oui, voilà, c'est apparu comme ça. Ça m'intéresse toujours. Quand je me passionne pour un artiste, j'essaie de découvrir. Par exemple, les élèves de Louis Cahuzac, j'en ai rencontré quelques-uns. Hans Rudolf Stalder, grand clarinettiste suisse, qui m'a fourni pas mal d'informations sur Louis Cahuzac. J'ai rencontré Yona Ettlinger aussi, qui était clarinette solo à la Philharmonie d'Israël, qui avait été élève de Cahuzac. J'ai rencontré ces gens-là, donc puis après j'ai cherché aussi sur ces gens-là. Et je sais que Yona Ettlinger, par exemple, il est très admiré en Israël. C'était un grand professeur et je sais que ses élèves et sa femme aussi ont réédité pas mal de disques de lui, notamment le concerto de Mozart, Weber, de Brahms, tout ça. C'est vraiment à écouter parce que c'est magnifique. On n'a pas inventé la clarinette aujourd'hui, c'est des gens qui jouaient déjà très bien. On entend aujourd'hui parfois des discours un peu prétentieux disant oui, vous comprenez, la technique de la clarinette a évolué. Moi je trouve que c'est pas vrai du tout. Les gens qui faisaient les pièces contemporaines de leur époque, il y a aussi beaucoup de techniques. C'est pas la même technique, mais c'est pas forcément plus difficile. Les pièces contemporaines d'aujourd'hui, c'est une autre voie. C'est pas. Il y a des grands talents dans les jeunes aujourd'hui, évidemment, bien sûr. C'est l'histoire qui continue, mais c'est différent. C'est pas mieux qu'avant.
Il faut être curieux. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on lit parfois sur Internet ou dans certains bouquins. Et quand on cherche de son côté, on découvre que la vérité, elle est différente, elle est relative. Je me souviens d'avoir lu le bouquin de Jack Brymer quand il est sorti en 1976. Là, il est sorti en anglais, je me souviens, et il n'y avait pas beaucoup de livres sur la clarinette. Il faisait un peu une caricature, on peut dire ça, oui, des écoles nationales. Il disait, voilà, l'école allemande, c'est comme ça, l'école anglaise, c'est comme ça, l'école française. L'école allemande, c'est un tel type de son, l'école française. Ah bah l'école française, c'est un petit son chevrotant et vibré. Et moi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça parce que je n'avais pas appris la clarinette de cette manière et je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Alors, je comprenais par rapport à telle ou telle personnalité qui avait joué de cette manière-là. C'était une manière de faire, mais à la même époque, il y avait des gens qui jouaient complètement différemment en France. Donc, c'était difficile de dire une école française de clarinette. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique classique, bon, il n'y avait pas beaucoup de clarinettes qui passaient sur la radio nationale. Ici, on écoutait Jacques Lancelot, qui était quand même la vedette de l'époque, enfin de mon adolescence, avec qui j'ai eu des cours l'été à Nice d'ailleurs. Et alors moi j'écoutais, je me souviens, on écoutait, bon des noms peut-être qui te diront rien, mais un que tu connais, c'est Walter Beukens. Je disais pas c'est l'école belge, je disais parce qu'il y avait d'autres Belges qui jouaient pas comme lui non plus. J'ai failli d'ailleurs aller travailler avec lui. Si j'étais pas entré au conservatoire de Paris, je pense que habitant Lille, enfin j'étais entre Paris et Lille, et que lui enseignant à Anvers, je pensais partir là-bas. Donc tu vois, des gens qu'on rencontre dans notre carrière nous marquent beaucoup. Mais il y a des gens qui ont beaucoup à donner, moi qui m'ont beaucoup transmis. Jacques Milan. Jacques, c'était un personnage aussi complètement passionné et qui jouait de la clarinette basse comme moi. Il m'a fait découvrir la clarinette basse, cet homme-là. Et d'avoir ces gens-là à l'opéra autour de moi, ça m'a beaucoup aidé. Puisque je parle de l'opéra, il y a des gens qui m'ont marqué aussi, que j'ai pas forcément côtoyé quand je suis rentré à l'opéra, mais j'avais côtoyé quand je venais faire quelques remplacements avant. Je pense à Guy Deplu et André Boutard qui allaient partir en retraite. Tout ça parlait d'André Boutard, qui était aussi un personnage à compter. Parce qu'André, qui était clarinette solo de la Société des concerts du Conservatoire et de l'Opéra, je lui ai succédé en fait. Donc l'Opéra m'a appelé. Pourquoi moi je m'en doute un peu. Je venais de passer le concours à Munich, où Henri Druard m'avait présenté, je peux dire ça comme ça, parce que c'est lui qui m'a vraiment fait bosser. Chez lui, du matin au soir, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Je lui dois beaucoup, et qui m'a même prêté sa clarinette en la, parce que j'en avais pas une capable de marcher correctement, donc il m'a prêté la clarinette en la qui jouait à l'Orchestre de Paris pour passer le concours de Munich, que j'ai toujours et que je joue toujours d'ailleurs. Je l'ai gardé toujours dans mon cœur. C'était en quelle année ça, le concours de Munich ? En 82, et alors ce concours, Henri Druard m'a dit, tu peux y aller, tu es prêt, tu vas et tu vas gagner le concours. Et puis moi dans ma tête je me dis oui, c'est ça. Et puis j'ai gagné ce concours. Ça a débouché sur pas mal de concerts, et puis ça a été en quelque sorte une carte de visite à Paris, parce que les gens ont commencé à me téléphoner, et moi j'avais jamais joué à l'opéra de ma vie, et on m'appelle et on me dit Monsieur Boutard qui est souffrant, qui est programmé dans une clarinette solo dans Tosca, dirigé par Monsieur Ozawa, il voudrait bien que vous acceptiez de venir à l'opéra pour faire la série. C'était un peu, je devais remplacer sûrement quelqu'un au dernier moment, je ne sais pas du tout. Puis Tosca, je connaissais le solo comme tout le monde pour l'avoir travaillé. Alors je me retrouve là, et à côté de Monsieur Boutard qui s'était mis à la seconde clarinette. Puis j'ai fait la série, et là j'ai découvert encore un autre monde. On m'a ouvert une autre porte. Alors je peux pas dire que j'ai découvert l'opéra, parce que c'était un rêve enfoui dans ma tête, l'opéra. Je me souviens quand j'étais venu à Paris à 16-17 ans, on en avait profité avec mon père qui m'avait accompagné, on avait profité pour visiter le Palais Garnier. Puis on entend de la musique au loin, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans la salle. L'orchestre répétait. Puis alors il y avait des appariteurs, enfin les gens qui gardaient les entrées, tout ça. On leur demande si on ne peut pas rentrer au fond de la salle, dans un coin, en se cachant, sans faire de bruit, voir un peu. Puis le mec il dit non, pas possible. Non, c'est... Puis mon père qui commence à baratiner, vous savez, on vient du Nord, on vient de Lille, et puis mon fils fait de la musique, il commence à baratiner un peu, et puis le gars était sympa, écoutez, mettez-vous au fond de la loge, là, dans le coin, là, et puis bougez pas un bruit. Puis là, j'entends l'ouverture des Noces de Figaro. Je reste, mais ébloui, quoi. Alors on est resté 3 minutes, puis on est ressorti. Et là, je me souviens avoir dit à mon père, c'est là que je veux être. Véridique, véridique. Et alors là, c'était rentré dans ma petite tête. Là. Il y avait une petite graine qui commençait à semer. 10 ans après, il y a eu le concours. Oui, c'était à peu près une dizaine d'années après. Il y a eu le concours de clarinette. Ça a duré 2 jours, ce concours. Je me souviens.
Et puis j'étais le plus heureux des hommes quand j'ai gagné ce concours. Parce que c'était un rêve d'ado, alors on a bien fêté ça, je me souviens, avec Michel Harinou, parce qu'il y avait 2 places alors. Et voilà, c'est des souvenirs très vivants encore dans ma tête. Et puis là, j'ai commencé à apprendre mon métier d'opéra, parce que j'y connaissais rien du tout, quoi. Et j'ai pris des cours gratuits tous les soirs avec certains chanteurs. Tu parles plus de clarinette, tu parles plus de technique, de choses, tu apprends d'autres choses, comment phraser, tu entends tel grand chanteur qui phrase d'une certaine manière, qui vibre d'une certaine manière, très formateur pour un jeune musicien. Donc quand tu écoutes Alfredo Kraus, un grand ténor, peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais Placido Domingo, évidemment, Pavarotti et compagnie, et d'autres, ça apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es sur une autre planète, là, tu pars encore ailleurs. C'est un autre voyage. Alors il y a un personnage aussi quand même dont il faut que je te parle. Je t'ai parlé d'Henri Drouhard, mais son alter ego à l'Opéra Comique et à la Société des Concerts, André Boutard, c'est un homme aussi qui m'a appris beaucoup. J'ai pris sa place à l'Opéra, je suis très fier de ça. Et puis à Versailles, il y a eu un concours quand il est parti en retraite. Alors, c'est drôle parce qu'il s'agit de parler de toi, mais ça c'est ton côté généalogique. Tu parles que des autres, au fond. Inversons la chose. Et toi, en tant que professeur, tu es obligé de parler de toi maintenant. Non. Là, tu transmets quoi? Je transmets quoi? Je transmets ce que mes maîtres Encore une fois, m'ont appris et que j'ai assaisonné à ma sauce. L'enseignement, la pédagogie, c'est un grand mot, mais l'enseignement, la transmission, c'est les transmissions, les pédagogies. Il n'y en a pas une. Comme disait, je crois c'est Jean Jaurès, il disait on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce que l'on est. Bon, le savoir, ton expérience, tout ça, tu la transmets, mais à travers ta propre expérience, ce que tu as appris à travers ta vie, à travers ce que tu vis tous les jours, la vie d'un homme, quoi, enfin d'un être humain. Il y a des jours, tu es plus ou moins bon professeur, tu n'es pas bon professeur chaque fois, tu n'es pas toujours en état d'enseigner correctement. Les élèves ne sont pas toujours en état d'accueillir ce que tu leur dis, ils ne sont pas toujours à l'écoute, ils ne sont pas toujours assez vides dans leur tête pour pouvoir faire de la place pour ce que tu essaies de leur transmettre. C'est un échange, mais le courant ne passe pas toujours. Il se trouve que j'ai enseigné, avant d'enseigner à Versailles, j'enseignais au Conservatoire du Centre. Alors il se trouve qu'André Boutard n'habitait pas très loin, il habitait à côté du centre Beaubourg. Alors il venait nous parler de Francis Poulenc, d'André Jolivet et d'autres compositeurs qu'il avait bien connus. C'est dans une lettre de Poulenc où Poulenc a dit que sa sonate pour clarinette et sa sonate pour hautbois qu'il a mis dans le même pot à chauffer, comme il dit, à cuisiner, va être jouée à Strasbourg pour celle pour hautbois et à Aix-en-Provence pour celle pour clarinette. Même s'il ne cite pas les interprètes, enfin c'était Pierre Pirlot au hautbois et André Boutard à la clarinette. L'histoire a voulu que Poulenc décédant brutalement, la sonate soit créée par d'autres clarinettistes, non moins fameux et beaucoup plus médiatisés, qui ont été Benny Goodman et Bernstein, évidemment, à Carnegie Hall. Donc ça a forcément permis à cette sonate de voyager partout dans le monde immédiatement. Elle est une des sonates les plus jouées. Je me souviens qu'André, qui avait connu Poulenc, qui travaillait cette sonate chez lui, la première fois où il a lu la pièce, il me disait, mais il y a trop de notes, il n'y a pas de respiration, je ne suis pas un instrument à cordes ou un piano. Et Poulenc lui dit, écoutez, je vais revoir ma copie, revenez la semaine prochaine ou dans 15 jours. Puis ils ont fait ce travail pendant 3-4 mois. Et puis à chaque fois, Poulenc, écoutez ce que André lui disait. Là, je vais enlever 2 mesures, je vais les mettre au piano. Là, on va changer la note. C'est toujours dans l'harmonie, mais c'est un peu différent. Donc, le problème de Poulenc, c'est pas les notes, c'est la manière de le jouer surtout. Et ça, André, c'était son jardin secret, quelque part un peu fier d'être le seul à avoir travaillé cette sonate avec Poulenc. Et moi, alors, curieux, un jour je vois André et puis je lui dis, écoute André, moi je ne vais pas travailler avec toi, mais cette sonate, je veux la travailler avec toi. Je veux pas que tu me livres tes secrets, c'est ton histoire à toi, mais j'ai appris la sonate d'une autre manière avec lui. C'était une autre approche. Et ça, c'est pas écrit dans la... En fait, si, tout est écrit. Il suffit simplement de respecter le texte. Oui. Ce que peu de gens font. C'est une autre question. C'est une autre question, oui. C'est apprendre à être plus modeste par rapport à un texte, à être juste un interprète, à être un interprète plutôt et pas à être un interprète. Un jeu de mots qui n'est pas de moi, mais que j'avais lu une fois. C'est-à-dire à servir simplement de relais entre la pensée du compositeur et de l'auditoire. Et on oublie un peu ce devoir de modestie et d'intégrité et du respect du compositeur. Je pense à Stravinsky, Poulenc ou des gens comme ça qui étaient quand même très rigoureux sur l'écriture de leurs œuvres. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres compositeurs peut-être plus anciens, où l'âme et la passion de l'interprète peut défendre une œuvre qui est parfois peut-être de qualité un peu moyenne, si on n'a pas un interprète qui y met toute sa conviction. Alors pour revenir à la pédagogie, moi je ne sais pas si je suis à mon prof, j'en sais rien, je sers de relais, alors ça plaît à certains, ça doit forcément pas plaire à tous, c'est normal, c'est le lot de tout professeur. Il y a une question de connexion. Oui, entre un prof et son étudiant.
Non, ça ne me fait pas forcément. Ou c'est pas le bon moment, c'est pas l'heure. T'as pas le prof qu'il faut au moment où tu devrais avoir tel genre de prof. Non, t'as un autre professeur qui t'apprend autre chose et puis ça connecte pas, quoi. Alors qu'est-ce que tu attends d'un élève, toi? Déjà, je veux savoir ce qu'il attend de moi aussi. Parce que j'essaie de m'adapter. C'est ça, en fait. On s'adapte mutuellement. C'est une question de sociabilité. Si on veut avoir une connexion, un rapport et une discussion avec quelqu'un, il faut se mettre à sa portée aussi. C'est pas toujours évident. On peut affirmer des choses, mais il faut être en état de recevoir. C'est pas évident d'être à l'écoute. Moi, je m'en rends compte pour l'expérimenter tous les jours moi-même. On n'est pas toujours en état d'écoute. On n'écoute pas suffisamment, assez. C'est un effort à faire. C'est pas naturel, toujours. L'expérience t'apprend des choses, mais on n'est pas forcément en écoute quand on est vieux et pas à l'écoute quand on est jeune. C'est pas ça que je veux dire. On peut être jeune et tout à fait à l'écoute et vieux con et pas à l'écoute du tout. Ça, c'est bien sûr. Même si on fait un métier qui a ce côté artisanal où il faut laisser du temps au temps, ça évite d'en perdre. Quand tu as un prof qui te dit non, travaille plutôt ça, travaille ce genre de choses, ou travaille de cette manière-là, ou respire de cette manière-là. Et à l'inverse, tu peux apprendre des élèves aussi en tant que professeur. Parce qu'il t'apporte de la fraîcheur, il t'apporte des idées parfois neuves, de la créativité comme ça qui apparaît. Donc c'est pas évident d'être prof. Non, je suis pas bon tout le temps, moi. Et j'en ai conscience. Puis de temps en temps, je sais que je fais mon petit métier, comme dit l'histoire du soldat Nazraïnski. Mais c'est pas un travail quelque part. Il faut que la notion de plaisir elle soit toujours là. Mais je trouve pour un élève, s'il n'a pas le plaisir, donc s'il n'a pas la bonne personne en face de lui pour lui apprendre ça aussi, s'il n'a pas la notion de plaisir et que c'est uniquement un travail et une chose obligatoire et forcée, on avance moins bien. Un peu à la manière de Cyrulnik, tu sais, quand il dit qu'il faut transformer les choses à la résilience et compagnie, cette théorie-là. Fabuleux, c'est un type que j'adore écouter ça. Comme Michel Serres aussi, qu'on écoute à la radio de 100 ans, mais avec des gens comme ça, on a envie d'apprendre, quoi. Donc un prof, pour moi, c'est ça. Qui te donne envie d'aller plus loin, qui te donne envie d'en savoir plus, et d'être curieux, dans le bon sens du terme. Mais cette notion d'avoir faim, quoi. Tu as envie d'avoir des connaissances, de les manger, de les dévorer. Il faut inculquer ça à l'élève, je crois. C'est l'expérience que j'ai vécue. On m'a jamais obligé à travailler. Et j'ai encore du plaisir, sinon je crois que j'arrêterais sur autre chose. Lui donner envie d'apprendre. Il faut que lui, après, il soit son propre professeur quand il rentre chez lui, quoi, parce qu'il doit 1 fois ou 2 par semaine. Alors bien sûr, quand tu rencontres un cas et un type passionné, il y a un échange. Tu vas avoir quelqu'un tu vas avoir une relation avec quelqu'un, la sympathie c'est ça, quoi. Tu crées des liens, tu te crées de nouveaux amis, parce qu'il y a des connivences qui se créent avec certaines personnes. Moins avec d'autres, tu n'as pas pris le temps de les connaître suffisamment, ou alors où ça collait pas, ou alors c'était pas les bonnes personnes qu'il fallait que tu côtoies à ce moment-là. On peut pas tout rationaliser, tout coucher sur le papier. La notion de pédagogie, comme ça doit s'apprendre comme ça. Il faut dépasser ce stade-là. Alors, il faut connaître ça, bien sûr. Après, c'est la créativité personnelle de chacun, quoi. C'est son assaisonnement personnel. Alors, oui, j'ai des projets toujours, et en musique, j'en ai des très forts. Là, je dois créer 3 concertos en 2016. J'ai créé 8 pièces cette année. Les contacts que j'ai pu avoir avec des compositeurs ou des gens qui m'envoient des pièces, c'est fabuleux. Donc, 3 concertos à créer cette année avec des 3 esthétiques différentes, parfois opposées. Il y a un compositeur de Suisse qui s'appelle Alexandre Ridin, qui m'a déjà écrit 3 pièces, et ce sera la 4e, là, plus élaborée encore, avec un orchestre et tout. Il y aura Francine Aubin, que j'ai connue il y a quelques années, à l'époque où elle était directrice au Conservatoire de Rueil. Et puis un jour, j'écoute une de ses pièces sur une cassette comme ça, c'est de la clarinette. Et puis je lui passe un petit coup de fil, et je dis, j'ai entendu une pièce de vous, qu'est-ce que c'est pour clarinette et orchestre? Elle dit, oh oui, c'est un concerto que j'ai écrit il y a très très longtemps. Je dis, mais on peut le trouver quelque part, il est édité. Elle n'a jamais retrouvé la pièce. Et elle dit, écoutez, non, j'arrive pas, impossible à retrouver. Elle dit, bon, c'est pas grave, ça vous plaît ma musique, je vais vous écrire un concerto. Ça s'est fait comme ça. Et puis, le 3e compositeur qui m'a composé une pièce, et qui est professeur à Versailles, et qui est conseiller aux études, en fait, qui est Philippe Reynaud, qui a bien aimé le chœur, qui a aimé le chœur de clarinette qu'on a fondé au Conservatoire de Versailles il y a quelques années, et qui est venu souvent à nos concerts, et il me dit, mais je vais écrire une pièce pour clarinette solo et chœur de clarinette. J'ai pas vu encore de quoi y retourner, mais je connais un peu sa musique, donc ça va sûrement pas être facile. On va faire un concert de chœur de clarinette parce que c'est une formation que j'aime bien. Au départ, moi j'avais fait ça dans un but pédagogique à Versailles. Je parlais de Walter Beukens tout à l'heure, mais il avait un chœur de clarinette dont j'étais fan parce que j'avais entendu ça, leur disque et tout ça, leur tournée au Japon. Et c'est une tradition en Belgique depuis longtemps.
Et j'avais écouté aussi au Japon des chœurs de clarinette. Je trouvais qu'en France, on n'avait pas vraiment ça, quoi. Il y avait des ensembles de clarinettes, des quatuors, des sextuors. Mais en Belgique, à Bruxelles, au 19e siècle, il y avait un clarinettiste, professeur de clarinette et saxophone, qui s'appelait Gustave Poncelet, et qui, avec ses élèves, avait monté donc ce genre d'ensemble. Mais avec toute la famille de la clarinette, de la petite clarinette à la contrebasse. J'ai entendu parler de cette histoire, comme quoi Richard Strauss, qui était de passage à Bruxelles, aurait entendu cet ensemble. Ce qui l'aurait incité à utiliser toute la panoplie des clarinettes dans sa musique d'opéra ou musique d'orchestre. Quand on joue les opéras de Strauss ou les symphonies, il y a une panoplie de clarinettes en ut, puis de clarinettes, clarinettes basses, cordes bassées. Strauss a été un des rares à remettre le contrebassé au goût du jour. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'avait oublié, cet instrument. Et donc cette tradition que Strauss a repris après, bon, il n'a pas fait des pièces pour chœur de clarinette, mais les pièces pour ensemble avant, notamment, il y a plein de clarinettes, cordes bassées, hein. Les symphonies pour instrument avant, sonatines, et dans ses opéras aussi, quand on joue Electra, Salomé, etc. Donc Gustave Poncelet a eu des élèves, notamment Gustave Langenius, qui est parti au New York Philharmonique après, au début du siècle, du XXe siècle. Et je pense que peut-être que cette tradition, elle vient d'Europe et qu'aux États-Unis, après, ils ont fait tourner ça. Et dans toutes les universités, maintenant, aux États-Unis, tu as des chœurs de clarinette. C'est une grande tradition maintenant chez eux. Hein. Et au Japon aussi. Et en France, c'était pas trop notre tradition. Et donc, au Conservatoire du Centre, il y a une trentaine d'années, moi, j'avais commencé un chœur de clarinette. Et après, quand j'ai passé le cours à Versailles, certains élèves du Centre m'ont suivi à Versailles. Et on a continué ce chœur de clarinette qu'on avait créé 92. Et donc chaque année, on fait des concerts autour de cette formation. J'essaie de sensibiliser des compositeurs. Alors notamment notre ancien directeur Jean Aubin, Grand Prix de Rome, nous avait écrit une pièce pour 7 clarinettes. Et il y a aussi Jean-Baptiste Robin, qui est professeur d'orgue, qui a composé une pièce pour ensemble de clarinette. C'était pas pensé pour nous au départ, ça a été joué par une autre formation, et puis après il a réécrit sa pièce deux fois de suite, de manière différente, et là c'est nous qui avons créé la nouvelle version. Ça s'appelle Labyrinthe circulaire, d'ailleurs on peut le voir sur Internet, puisque Jean-Baptiste Robin a fait un film et ils ont mis ça sur Internet. C'est une très belle pièce pour 8 clarinettes et clarinette basse. Donc au départ, ce qui était une idée pédagogique, que ça commence à tourner sur de la nouvelle musique et puis des compositeurs qui s'intéressent à cette formation. Moi je vois que les élèves, ça les intéresse beaucoup. Voilà, ils découvrent aussi un autre répertoire et il y a des belles pièces originales pour ces formations. À Versailles, moi, j'ai voulu instaurer, d'inviter un professeur étranger au conservatoire, ou un grand professeur, à venir faire une masterclass, à faire découvrir autrement la clarinette. Donc on a eu une vingtaine de professeurs qui sont venus à Versailles depuis 20 ans, là. Ça dans le domaine classique. Guy Deplu est venu, Henri de Ruard était venu, Guy Danguin, donc j'ai invité évidemment les professeurs, mais David Weber, par exemple, qui était professeur à la Juilliard School, est venu. Même Gervaise de Peyer, qui passait dans le coin un jour, est venu. Mike Reed, qui est à l'orchestre de Zurich. Mathias Müller, qui est professeur à Zurich. Jean-Claude Veillant pour la clarinette ancienne. Gilles Thomé, Eric Laureau, Joren Zegelke, qui est venu. Eric Prich est venu. Michel Portal est venu. Louise Clavis, David Krakauer, donc tout ça, c'est des courants très différents qui s'expriment à travers ce morceau de bois qu'on aime tous, là, la clarinette. Pas vraiment une fin en soi, mais bon. Mais ça montre des éclairages différents. Alors la pédagogie à Versailles, ça passe pour moi à travers ça, quoi, des échanges dans l'intérêt de l'élève. Tu as des enregistrements prévus Oui, justement, hier, je suis allé faire le mixage d'un concert que j'ai fait en Pologne au mois d'avril, dans le pays de mes ancêtres, là. Je suis allé jouer à Wrocław. C'est l'ancienne ville allemande Breslau, en Silésie. On a joué le concerto de Mozart et il y avait quelqu'un qui a enregistré. Et cette manière de faire des disques, je trouve qu'elle est aujourd'hui plus d'actualité. Parce que moi, j'aime pas beaucoup faire des disques. Quand tu es dans un studio, un truc comme ça, c'est un peu de la mise en boîte, quoi. Et un concert, c'est vraiment la musique, je trouve. Donc de capter des moments d'émotion, pour moi, un disque, ça doit être ça. Une photo d'un moment, parce que aucun disque est éternel, aucun disque est définitif, et tu peux toujours faire mieux, et on peut toujours discuter. Il n'y a aucun disque à emporter sur l'île déserte. Enfin, en même temps, je le pense pas et en même temps, je le pense. Parce qu'il y a des enregistrements formidables, mais on peut toujours dire, bah non, moi j'aurais préféré ça ou ça. Donc ce projet, oui, il devrait sortir là, je pense, j'en ai parlé à une maison de disques, ils sont preneurs, donc, avec d'autres pièces dessus. S'il y a des opportunités comme ça, de laisser une petite photographie d'un moment de sa vie, je trouve que c'est sympa. Puis à l'opéra, il y a de très beaux projets. Hein. On a un chef plein de talent, plein d'idées nouvelles, et qui est Philippe Jordan. Il se trouve qu'il a envie de faire plein de choses, alors on a fait de beaux enregistrements, enfin j'ose l'espérer à l'opéra, des belles vidéos aussi qui sont sorties grâce à lui, puis il y a des forces nouvelles qui arrivent à l'opéra, il y a plein de jeunes qui arrivent et qui apportent un vent nouveau, un de ces jours j'y serai plus, donc il faut penser à la suite. Alors je sais pas, moi peut-être j'en sais rien encore, peut-être j'en arrêterai. Non, la vie est belle, il faut
bien presser le jus, là, il faut bien en profiter, il faut bien, au jour le jour, il faut bien savoir que demain, ça peut être un autre jour. Et puis qu'un jour, on est parti ailleurs, hein, on n'est plus là. Hein. Il faut en avoir conscience tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, on savoure, s'entourer de gens positifs, essayer de faire du bien autour de soi, laisser une petite trace sympathique, c'est toujours plus positif. Tu veux rajouter quelque chose à Non, cette... je veux bien boire un coup, Et on y et va. puis voilà.